Quand les premiers hommes apparaissent sur cette terre, leur seul cadeau de bienvenue est l'obligation à une lutte mortelle pour la survie. Ils doivent se battre contre les fléaux, les fauves, et même entre père et fils, car le combat se poursuit dans chaque clan. Alors, comme chez les animaux, le mâle le plus fort devient chef de tribu, les femelles s'offrent à lui pour générer une descendance plus résistante, et ceux qui s'opposent sont tués. C'est la loi naturelle du plus fort. Avec une différence, alors que les animaux subissent les lois de la nature, les hommes, au contraire, s'ingénient à plier ces mêmes lois à leur avantage. Mais la loi du plus fort est dure à apprivoiser. Les hommes forts se font encore plus forts par les armes, et les anciennes écritures du monde sont un répertoire de massacres. La vie n'a aucune valeur pendant des millénaires, mais la pensée humaine collective aboutit enfin au premier acte d'équité. À Athènes naît la démocratie. Ce régime politique rejette l'idée d'un seul individu au pouvoir. Les citoyens expriment leur opinion par le vote, et l'homme fort est remplacé par les représentants de la majorité. C'est un système encore imparfait, puisque la majorité décide de son plein gré au détriment de la minorité qui n'est pas d'accord. Mais la démocratie est un bon pas vers plus de justice. Tout change lors des guerres sanglantes entre Athènes et Sparte. La démocratie recule alors et la loi du plus fort s'impose de nouveau. Entraînés au combat, les Grecs colonisent les îles et les côtes de la Méditerranée. Mais ils sont bientôt battus par les Macédoniens d'Alexandre le Grand, qui arrivent jusqu'en Inde. Sur les montagnes de l'Afghanistan vivent encore les Kafirs, les descendants des militaires d'Alexandre restés en Extrême-Orient. Après les Macédoniens, les Romains sont les nouveaux champions de la loi du plus fort. Ils soumettent l'Europe, le Maghreb et le Moyen-Orient, formant l'empire le plus fameux de l'histoire. Les Romains arrivent même en Chine par un trafic régulier de navires entre Rome et Canton, où l'on trouve encore des monnaies d'or et d'argent qui remontent de l'époque d'Auguste jusqu'à Trajan. C'est l'empereur Néron qui ouvre la fameuse route de la soie. Par cette route, Rome exporte en Asie l'alphabet, le verre, la clepsydre, le raisin, les parfums et les pierres précieuses de la Baltique et de la Méditerranée. Par cette même route, Rome importe la soie, le thé chinois, le papier, l'encre, la poudre à canon, le fer forgé, la porcelaine, les perles,
le jeu de cartes, les échecs et même les spaghettis. Si les Romains sont gagnants par les armes, de gros problèmes de vie civile apparaissent. Les différents cultes des peuples soumis causent incompréhension et violence, car chacun veut imposer sa foi. Alors, pour mettre de l'ordre, l'empereur romain Constantin décide que l'empire doit embrasser une seule religion. Déclarant hérétiques tous les cultes sauf le christianisme, Constantin se met d'accord avec le pape Sylvestre et se nomme chef de l'Église chrétienne, centralisant le pouvoir politique et spirituel sur la seule figure de l'empereur romain. L'Empire romain est si vaste qu'il est divisé en deux, avec un empereur d'Occident et un empereur d'Orient, et la Pax Romana règne pendant 2 siècles, quand, venant des steppes d'Asie centrale, les Huns d'Attila mettent à feu et à sang l'Europe du Nord. Les peuples germains s'échappent alors en masse et pénètrent dans l'Empire romain d'Occident, pillant tout sur leur passage. Cela favorise la rébellion des troupes germaniques enrôlées dans l'armée romaine, qui dépose l'empereur romain d'Occident et saccage Rome, centre religieux de l'Empire. C'est le chaos. Les barbares triomphent. Rome, pourtant, n'a aucune intention d'abandonner sa suprématie. Elle a perdu le pouvoir militaire, mais détient encore le pouvoir spirituel. Un pouvoir si puissant que le roi des Germains francs, Clovis, abjure le paganisme et s'agenouille face à Saint Rémy pour se faire baptiser chrétien. Cette conversion vaut à Clovis le titre d'empereur romain d'Occident. Le roi franc Charlemagne, le grand maître de l'Europe, s'agenouille lui aussi face au pape pour se faire couronner empereur comme les Romains. La peur de Dieu rend les papes si puissants qu'ils sacrent les souverains, participent au gouvernement et peuvent excommunier. C'est la loi du mentalement plus fort. Mais un problème inattendu se pose. Les peuples européens, maintenant devenus chrétiens, refusent la violence. Suivant la parole du Christ, certains se font martyriser plutôt que de rejoindre l'armée et de tuer les ennemis. Cela inquiète les souverains européens, toujours en quête de soldats pour leur guerre. Ils font donc appel au pape Urbain II afin qu'il trouve une solution. Alors, sous prétexte de chasser les Sarrasins de Jérusalem, Urbain II inspire les croisades et au cri de « Dieu le veut », il justifie la guerre. Les savants de l'Église expliquent que pour juste motif, Dieu permet le meurtre et les moines templiers tuent donc les Sarrasins pour rendre un service au Christ. Cette adversité vis-à-vis des musulmans
remonte à plus de 3 siècles parce qu'ils ont occupé la péninsule ibérique. Le voisinage de cette religion concurrente et belliqueuse inquiète Rome. Elle sacre alors empereur du Saint-Empire romain germanique le très puissant roi de Germanie, Othon Ier, qui s'agenouille lui aussi face au pape, jurant sa protection à l'Église. Rome se libère enfin du voisinage musulman avec la Reconquista des très catholiques espagnols et portugais qui débutent leur grand voyage maritime, se partageant l'Amérique du Sud où ils massacrent les natifs pour voler leur or. Les Français aussi sont un peuple européen très puissant, possédant des colonies en Asie, en Afrique et aux Amériques. Leur général révolutionnaire Napoléon Bonaparte conquiert l'Europe et supprime le Saint-Empire romain germanique. Rome n'a pas le temps de se plaindre d'avoir perdu son empereur que Napoléon, le chasseur de nobles et de prêtres, subit le charme de la couronne impériale. Il s'agenouille lui aussi face au pape qui le couronne empereur des Français avec tous les fastes de l'ancienne Rome. Les Anglais, par contre, n'acceptent pas le pape de Rome. Ils sont chrétiens anglicans, très riches et puissants. Inventeurs de la bourse et de l'industrie, ils colonisent l'Asie, l'Afrique, l'Australie et l'Amérique du Nord en exterminant les natifs. Les Germains aussi sont très puissants. Ils ont occupé l'Europe au VIe siècle et en effaçant les Ibères, les Celtes et les Bretons, ils ont donné naissance aux peuples européens actuels. Les Français descendent des Germains francs, les Anglais des Germains angles, les Espagnols des Germains visigoths, les Italiens des Ostrogoths, les Suédois des Germains vikings, et ainsi de suite. Sur la terre native des Germains, les Allemands, à eux seuls, effrayent le monde entier lors de la dernière guerre mondiale. L'Europe est un véritable berceau de pays puissants. Ils exercent la loi du plus fort depuis 3000 ans et s'arment toujours, même en temps de paix, car l'histoire enseigne qu'il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Ainsi, malgré la Déclaration des droits de l'homme, par le biais du cynisme politique de Niccolò Machiavel, si apprécié des gouverneurs modernes, la loi du plus fort déstabilise encore le monde. Personne n'est en sûreté. Malgré sa force de dissuasion, l'Europe aussi est guettée. N'osant pas la soumettre par les armes, des pays d'autres continents déplacent le conflit au niveau économique. Les États-Unis sont l'un de ces pays. Jadis terre des Amérindiens, puis colonie anglaise peuplée de migrants européens et d'esclaves africains, la colonie anglaise se rebelle contre la Grande-Bretagne et proclame la République des États-Unis.
La rébellion est financée par des nobles anglais qui souhaitent rétablir l'empire aristocratique perdu en Europe et le transformer en empire financier aux États-Unis. Lors des guerres mondiales, l'empire financier des États-Unis prospère grâce à la production d'armes qu'ils vendent à tous, alliés et ennemis, en échange d'or. C'est la loi du plus riche. Les États-Unis offrent l'aide économique du plan Marshall aux pays effondrés par la guerre, à condition qu'ils hébergent les bases militaires américaines. Devenu ainsi la plus forte puissance militaire de la planète, il constitue alors l'ONU et l'OTAN pour intervenir militairement dans les différends et achève leur contrôle du monde. Mais les 800 bases militaires et les armes sophistiquées grèvent l'économie des États-Unis. Ils impriment alors des dollars au-delà de leur disposition d'or, s'endettant auprès de la Chine, du Japon et des paradis fiscaux. Le dollar est la monnaie la plus utilisée au monde, mais elle est confrontée à la livre anglaise, au franc français, aux marques allemands et aux monnaies d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique. Ces monnaies sont un danger pour les États-Unis. Ils agressent alors les pays riches d'Amérique latine, d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique pour étouffer leur économie. En Europe, les États-Unis sont plus prudents. Ils n'utilisent pas d'armes, mais s'accordent en secret avec l'Allemagne pour enchaîner les pays dans l'Union européenne. L'euro étant basé sur son marque, l'Allemagne touche sa récompense et s'enrichit au détriment des autres pays membres de l'Union. La Russie aussi est un adversaire de l'Europe. Pays le plus vaste de la planète, la Russie naît d'un comptoir viking à Kiev et pendant 3 siècles subit l'invasion musulmane de Mongols tatars. Quand les Tatars partent, le prince chrétien orthodoxe de Moscou, Ivan le Terrible, annexe les territoires limitrophes et se proclame tsar de toutes les Russies avec le titre romain de César. Le titre de César ne suffit pas à Pierre le Grand, qui considère la Russie comme la 3e Rome, succédant à Byzance. Il se proclame alors empereur romain, sans passer par le pape de Rome, qui n'est pas reconnu par les chrétiens orthodoxes. L'Empire romain russe s'accroît en puissance, et cela ne convient pas à l'Allemagne et aux États-Unis, qui financent donc la révolution des bolcheviks de Lénine. L'empereur abdique et Lénine instaure la dictature communiste. Le communisme est un régime politique prônant une société sans classe ni État. La production est en adéquation avec les besoins de la collectivité et la propriété est abolie. Cependant, des millions d'opposants sont exécutés.
Dans un nouvel élan impérialiste, la Russie communiste forme l'Union soviétique, soumet les pays de l'Est de l'Europe, installe des missiles nucléaires à Cuba et envahit la Somalie et l'Afghanistan. Mais sa dépense militaire est insoutenable. L'Union soviétique s'effondre et par la perestroïka, la reconstruction, et la glasnost, la transparence, la Russie tourne la page et rend l'indépendance aux pays soumis. Cependant, la Russie a un grand regret, l'Ukraine. L'Ukraine était jadis une région russe et sa capitale, Kiev, est le berceau historique de la Russie, mais elle a voulu l'indépendance. Alors, dans le but caché de la réintégrer, la Russie arme les sécessionnistes ukrainiens et annexe la Crimée par un référendum controversé. La Russie est aussi un grand État tampon entre l'Europe et la Chine communiste, qui, avec son 1,5 milliard d'habitants, est l'adversaire futur du monde entier. Le président chinois s'est élu à vie et ambitionne de prendre la place des États-Unis pour le contrôle du monde. Alors les États-Unis remodèlent les équilibres planétaires et planifient la dissolution de l'Union européenne, devenue trop dépendante des Chinois. Cette dissolution conviendrait à la Russie, qui cligne de l'œil aux petits pays européens, prête à les engloutir s'ils deviennent orphelins. À Rome, les papes n'ont plus d'empereur à sacrer. Depuis le XVIe siècle, les gouvernements européens se sont libérés du clergé et sont devenus laïques. Les royaumes sont devenus constitutionnels ou républiques démocratiques et la politique a remplacé la religion. Les électeurs sont les nouveaux croyants. Les parlements sont des basiliques. Les partis politiques remplacent les congrégations religieuses. Les talk-shows sont des sermons et les isoloirs sont les nouveaux confessionnaux. Quant à l'Empire romain, il s'est transformé en Église catholique et garde son hégémonie sur plus d'1 milliard de fidèles. Sa ville, Rome, est bien assortie à Florence, Venise, aux seigneuries de la Renaissance qui rivalisaient en art et en culture. Tout cela s'arrête brusquement en 1861 avec la naissance du Royaume d'Italie. Les Piémontais, financés par le Royaume-Uni, attaquent sans préavis les États italiens et annexent la péninsule italique. Le pape Pie IX excommunie le roi piémontais, mais ne peut empêcher que le Saint-Siège soit réduit à une enclave dans la ville de Rome. Les Piémontais ravagent le sud de l'Italie, les patriotes sont appelés brigands et sont exécutés, les banques du royaume des deux Siciles sont dépouillées et la Sicile est livrée à elle-même. Face à la confusion, les nobles siciliens forment alors une organisation secrète, la mafia. Dirigée par des hommes d'honneur,
la mafia a la mission de rétablir l'ordre en Sicile, Sicile négligée par l'État italien même lors de la dernière guerre mondiale. Cela convient aux États-Unis qui cherchent un lieu sans défense où débarquer leurs troupes. Ils demandent alors à la mafia son consentement pour débarquer en Sicile sans trop de bruit. En échange, ils offrent beaucoup d'argent, des postes dans le futur gouvernement italien et des facilités aux États-Unis. C'est une offre qui ne peut se refuser. La mafia accepte et les fascistes sont renversés, mais la nouvelle génération de mafieux, éblouis par le pouvoir politique, se plonge dans le crime organisé. Se tortillant comme les tentacules d'une pieuvre, la nouvelle mafia s'enrichit dans les travaux publics et privés, impose un pourcentage aux entrepreneurs et tue sans délai les opposants, les délateurs et leurs familles. C'est la loi du plus cruel. Les militaires et les juges italiens qui découvrent la négociation secrète entre la mafia et les institutions sont massacrés. C'est la guerre entre la Sicile et l'État italien. Une guerre qui se termine quand la mafia forme un parti politique à elle. En apparence, c'est un parti de droite, mais dans les coulisses, avec tant d'argent illégal à blanchir, la mafia corrompt tout le monde. Si bien que son parti gagne les élections italiennes. Mais le chef du parti est un homme si amoral que les grands de la terre, indignés, l'obligent financièrement à s'éclipser au plus vite de la scène politique italienne. C'est un coup d'État démocratique. Sans revenir au vote, des financiers non élus s'installent au gouvernement italien, vendent les meilleures entreprises et favorisent les spéculations financières. La course à celui qui grappille le plus se termine quand un mouvement de jeunes populistes accuse la classe politique d'avoir dépouillé le pays et remporte la victoire aux élections italiennes. Ce mouvement pratique la démocratie participative assistée par Internet. Au lieu de l'actuelle démocratie représentative qui élit les représentants du peuple, la démocratie participative permet aux simples citoyens de participer personnellement à la vie politique, donnant son avis sur l'instant. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un individu n'a pu exprimer son point de vue au monde entier, laissant des traces indélébiles. Cette opportunité n'était réservée qu'aux grands de la terre. Hammurabi, le roi de Babylone, fit traduire son code dans toutes les langues connues afin qu'il soit lu partout dans son empire, mais ne pouvait ni être lu, ni interagir dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est possible. Internet favorise la meilleure des démocraties possibles en temps de paix. En temps de guerre, comme à l'époque d'Athènes et de Sparte, la loi du plus fort revient. Et alors, malheureux les faibles.